La Fed ne va pas remettre le génie de l'inflation dans la bouteille. La masse monétaire s'accélère maintenant. Elle s'accélère, et cela signifie plus d'inflation, pas moins. Mais nous avons beaucoup de points négatifs aux États-Unis. Nous avons le problème financier dont vous avez parlé, un problème économique, un problème politique, et d'énormes dégâts en matière de réputation, car la Chine va s'en sortir gagnante, la Russie va s'en sortir gagnante, les BRICS vont s'en sortir gagnants, le Sud global va s'en sortir gagnant. Tout le monde se détourne des États-Unis. En fait, il a été annoncé plus tôt cette semaine que les Français avaient finalisé le retrait de tout leur or des États-Unis. Ce revirement est l'un des nombreux petits signes symptomatiques de ce qui se passe. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre. Je suis Léna, je vous présente un nouvel épisode de World Affairs in Context. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir le Dr. Steve Hanke. Le Dr. Hanke est un économiste américain de renom, professeur à l'Université Johns Hopkins, chroniqueur pour le magazine Fortune et chercheur principal distingué à l'Institut Mises. Le Dr. Hanke a récemment publié un nouveau livre intitulé Making Money Work, dont nous espérons parler prochainement dans cette émission. Dr. Hanke, bienvenue à nouveau. C'est un vrai plaisir de vous revoir. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Eh bien, c'est un plaisir de te voir, Léna, et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Cela fait bien trop longtemps. Alors commençons, il y a tant de choses à aborder et tant de questions que j'aimerais vous poser. Mais commençons par une vue d'ensemble. Le président Trump a décrit à plusieurs reprises l'économie américaine comme traversant, je cite, un âge d'or, en s'appuyant sur des records boursiers, une production élevée de pétrole et de gaz, ainsi que sur des politiques tarifaires jugées réussies. Cependant, ce récit contraste avec les rapports faisant état de pertes d'emplois, d'une inflation croissante et d'un ralentissement de la progression des salaires. J'aimerais connaître votre point de vue sur cette vision d'ensemble, sur l'état général de l'économie américaine aujourd'hui. Où en sommes-nous? Et l'économie des États-Unis est-elle aussi solide que l'affirme l'administration Trump? Eh bien, Léna, le 8 avril 2026, alors que nous parlons, le lendemain de la signature, de la ratification et de la mise en œuvre du soi-disant cessez-le-feu avec l'Iran, commençons par une déclaration générale. Il existe un grand écart entre la rhétorique du président Trump et la réalité. Si l'on regarde la situation économique générale, ou la soi-disant situation macroéconomique des États-Unis, elle est bien différente du discours qui émane de Washington ou de Trump lui-même. Pour commencer, examinons le produit national brut, ou plutôt le produit intérieur brut, la valeur de tous les biens et services finaux produits dans l'économie, le PIB. En 2024, la croissance du PIB était de 2,8% par an et durant la première année de l'administration Trump, en 2025, elle est tombée à 2,1% par an. Donc elle n'a pas augmenté. C'était pas une ère dorée. Le PIB a en réalité diminué. At 2.8% per year. And the first year of Trump administration, 2025, it fell to 2.1% per year. So it didn't go down. It wasn't a golden era. The GDP actually went down. So that's one aspect. C'est donc un aspect. Le marché du travail que vous avez mentionné en est un autre. En 2024, l'année précédant l'arrivée de Trump, 2,2 millions d'emplois ont été créés. En 2025, il n'y en a pratiquement pas eu, seulement environ 181 000 au total. Et quand on parle de l'industrie manufacturière, souvenez-vous, 181,000 jobs total were produced. And we talk about manufacturing, because remember, Trump's tariffs were supposed to bring all these les tarifs de Trump étaient censés ramener tous ces emplois manufacturiers aux États-Unis et créer un boom industriel.
Eh bien, le résultat sur l'emploi a été désastreux. Moins 108 000 emplois. En réalité, nous avions moins d'emplois dans le secteur manufacturier à la fin de 2025 qu'au début de l'année. C'était donc également un gros point négatif. Si l'on regarde la productivité du travail, c'est-à-dire la quantité produite par chaque travailleur par heure de travail, elle est passée de plus de 3% en 2020 à 2,1% en 2025. Et si l'on examine les tarifs, les tarifs douaniers en font largement partie. Les tarifs n'ont pas créé d'emplois, ils en ont détruit. Ils ont ralenti l'économie et introduit beaucoup de ce que j'appelle l'incertitude du régime dans la situation. Autrement dit, Trump changeait tout, pas seulement les tarifs, même si ceux-ci en constituaient une grande part. C'est d'ailleurs le plus grand bouleversement depuis les tarifs Smoot-Hawley et la Grande Dépression. Il faut donc remonter très loin pour trouver quelque chose d'approchant ce que Trump faisait avec les tarifs en 2025. Tout cela a créé une nouvelle réalité. C'est très différent de la rhétorique et de la communication qui viennent de Washington. Et franchement, même le discours des médias, y compris de ceux qui sont censés être à gauche du centre, comme le New York Times, le grand journal de référence aux États-Unis, ne reflète pas ce que je vous dis. Le récit véhiculé par le New York Times et d'autres médias traditionnels ne montre pas vraiment la flèche qui descend. Ce point n'est jamais vraiment mis en avant. Voilà donc le contexte qui, pour ainsi dire, a préparé le terrain. Et puis en plus des droits de douane que nous avions en 2025, nous entrons en 2026 et nous avons connu 2 attaques militaires, des guerres de choix contre l'Iran en cours en 2026. C'est donc un énorme facteur négatif. Et si l'on met tout cela bout à bout, je pense que voici ce qu'on obtient. Trump esquive et se dérobe, et les gens disent « Eh bien, c'est difficile de savoir ce qu'il a en tête. » C'est vrai, mais certaines choses disparaissent du tableau. Et ce sont des choses importantes. L'une d'elles, c'est l'interventionnisme. Il y a 3 grands ismes qui s'effacent. Le premier, c'est l'interventionnisme, qui signifie simplement un gouvernement plus actif. L'État qui intervient dans tout ce que nous faisons, avec le doigt du gouvernement dans le pot plus qu'auparavant. Donc l'interventionnisme est le premier. Le deuxième, c'est le protectionnisme. Nous en avons déjà parlé. Nous sommes passés d'un protectionnisme quasiment minimal, chaque administration allant toujours plus bas, puis est arrivé Trump et nous avons connu une énorme remontée, comparable à celle de la Grande Dépression. Nous n'avions vraiment rien vu de tel auparavant. Voilà pour le protectionnisme. L'interventionnisme est le premier, le protectionnisme le deuxième, et le militarisme le troisième. Et le militarisme, on peut le voir à travers la guerre, mais aussi dans le budget. Il faut toujours examiner un budget pour comprendre en réalité en quoi le président croit vraiment. De quoi parle-t-il? On le trouve dans le budget, dans le bilan. Rien n'est plus important qu'un bilan. Et donc, si l'on regarde la défense et le militarisme, il veut augmenter les dépenses de défense de 1,1 billion à 1,5 billion de dollars pour le prochain exercice budgétaire. C'est une hausse énorme des dépenses militaires. Une augmentation vraiment monstrueuse. Si tu regardes ces 1,5 billion, Lena, et que tu te demandes, eh bien, combien les autres pays dépensent-ils pour la défense? Il faut additionner au total 37 pays avant d'atteindre un chiffre équivalent à 1,5 billion. Nous dépensons donc, ou nous dépenserons, si ce montant de 1,5 billion finit par être adopté par le Congrès, autant que les 37 plus grands dépensiers militaires du monde réunis. C'est tout simplement colossal. Et soit dit en passant, où trouve-t-on le plus de gaspillage, de fraude et d'abus?
the home of waste, fraud, and abuse is where? It's in the Defense Department. For 29 C'est au sein du département de la Défense. Depuis 29 ans, ils n'ont jamais réussi à l'auditer. Je veux dire, vous êtes comptable, vous savez ce qu'est un audit. Ils n'ont jamais été capables d'auditer le département de la Défense. C'est tellement dysfonctionnel et désorganisé qu'aucun auditeur n'apposera un tampon de CPA, comme un label de qualité, sur les comptes. Voilà où nous en sommes. Et je pense que la perturbation causée par la guerre, qui, soit dit en passant, n'est pas terminée. Nous avons un cessez-le-feu provisoire, mais nous ne savons même pas sur quoi les deux parties négocient réellement. Et nous nous retrouvons dans une situation où, à court terme, supposons que le cessez-le-feu fonctionne parfaitement, que le Golfe rouvre, que le détroit d'Ormuz s'ouvre et que tout redevienne normal à partir du 8 avril. Partons de ce principe. Les dégâts considérables ont déjà été causés. Et pour mieux comprendre cela, il faut savoir qu'il faut entre 4 et 6 semaines au pétrole pour transiter du détroit d'Ormuz dans le golfe Persique jusqu'à sa destination. Donc d'ici la fin avril, nous sommes déjà, je crois, dans la 6e semaine de la guerre, mais certainement d'ici la fin avril, tout le pétrole qui avait quitté le détroit avant la guerre aura été livré. Et ensuite, il y aura un énorme vide, car nous avons eu cette période de 6 semaines pendant laquelle, en gros, rien ou presque n'est sorti du Golfe. Donc, comme on dit, on ne peut pas imprimer des molécules pour compenser la différence. Il y aura un manque, et il existe déjà une pénurie physique de pétrole. Dans la plupart des pays asiatiques, les stocks moyens de pétrole ne couvrent qu'environ 30 jours, donc ils seront vite épuisés. Il y aura ce manque, et les prix du pétrole sont déjà en hausse en Asie. Sur le marché physique, le marché au comptant, ils sont bien plus élevés que sur le marché papier. Ce que vous lisez dans la presse, aujourd'hui, le WTI, le Brut West Texas Intermediate, se négocie autour de 95 $ le baril, mais c'est bien inférieur au prix du pétrole effectivement livré sur le marché au comptant en Asie et dans d'autres régions en ce moment. Donc, ce qui se passera lorsque la pénurie frappera vraiment à la fin du mois, c'est que le marché à terme des prix, ou marché papier, comme on l'appelle, sera rattrapé par la réalité, et ces prix papier augmenteront à nouveau. Ils grimperont pour rejoindre les prix physiques. J'anticipe donc qu'à la fin du mois, nous verrons le pétrole à la hausse, pas à la baisse. Il augmentera. Il y a déjà beaucoup de dégâts dans le système, et je pense que les marchés ont été très complaisants. Ils ne tiennent pas compte de tous les dommages collatéraux causés par l'arrêt que nous avons connu. Et peut-être que cet arrêt se poursuivra ou sera encadré, nous n'en savons rien. Mais les dégâts sont déjà faits. Nous avons subi 6 semaines de dégâts là-bas. Le soufre, par exemple, environ 50% du soufre échangé dans le monde provient du Golfe. Il est produit lors du raffinage du pétrole brut acide. L'un des éléments résiduels issus de ce processus est le soufre. Et les prix du soufre augmentent maintenant. Où utilise-t-on le soufre? Eh bien, on l'utilise pour fabriquer de l'acide sulfurique. Il est nécessaire à la production d'engrais. On l'utilise aussi en métallurgie pour produire de l'acier, du cuivre, du nickel, ce genre de choses. Eh bien, rien n'en sort plus. On peut puiser dans les anciens stocks disponibles, mais une fois qu'ils sont épuisés, ils le sont pour de bon, et il faut les remplacer. Donc nous avons ce problème-là. Et puis il y a aussi un blocage du côté de l'aluminium. Pénurie de carburant diesel. Le kérosène et le diesel sont vraiment les produits où les pénuries physiques se font sentir. Et cela se manifestera même aux États-Unis. Tout le monde dit « Oh, les États-Unis exportent plus de pétrole qu'ils n'en importent ». Ce n'est pas vrai d'ailleurs. En réalité, nous importons plus que nous n'exportons.
Si l'on regroupe tous les produits pétroliers, en les mettant tous ensemble, nous exportons plus de produits pétroliers. Si l'on inclut le pétrole, le gaz naturel, le GNL et tout le reste, que nous n'en importons. Mais si l'on ne regarde que le pétrole, nous en importons en fait plus que nous n'en exportons. Ces éléments ne sont d'ailleurs ni relevés ni rapportés par la presse. Cela nous ramène à la règle des 95% de Hanke. 95% de ce que vous lisez dans la presse est soit faux, soit sans importance. Permettez-moi simplement de donner quelques faits, car surtout au début de la guerre, la plupart des informations rapportées par la presse étaient filtrées par la communauté du renseignement. La CIA et d'autres agences alimentent la presse. Souvenez-vous donc que la presse nous disait que l'économie iranienne s'effondrait et que si nous décapitons simplement la direction, tout changerait en 2 ou 3 jours, qu'il y aurait une révolution dans les rues et que tout irait bien. Eh bien, il s'avère que l'économie ne s'effondrait pas. En réalité, si l'on regarde 2008, au moment où la grande crise financière a commencé, et qu'on indexe le PIB par habitant, ce que j'ai fait, en le fixant à 100, il passe de 100 en Iran à environ, disons, 115. C'est 114 et quelques. Si l'on regarde l'Arabie Saoudite, il passe de 100 à 115, presque exactement la même chose. Si vous regardez le Koweït, il passe de 100 à 59. Si vous regardez les Émirats arabes unis, il passe de 100 à une valeur inférieure. Vous regardez Oman, il passe de 100 à une valeur inférieure. Donc tous les pays du Golfe, à l'exception de 2, l'Iran et l'Arabie Saoudite, ont connu une croissance du PIB par habitant à peu près au même rythme. Tous les autres ont diminué. Or, vous ne lisez pas cela dans la presse. Et une autre chose que vous ne lisez pas dans la presse. Après le début de la guerre, qu'est-il arrivé à l'Iran? Il a commencé à exporter davantage de pétrole brut, premièrement, et il le vendait à des prix plus élevés avec des remises plus faibles. Ainsi, les revenus provenant de la guerre après son déclenchement étaient bien plus importants pour l'Iran qu'avant la guerre. Et surprise, le rial iranien ne s'est pas effondré. Il s'est en fait apprécié de 9% par rapport au dollar américain depuis le début de la guerre, et l'inflation est passée d'un peu plus de 90% à un peu moins de 60%. Je mesure l'inflation chaque jour. Je suis le seul au monde à savoir comment faire cela et à pouvoir le faire. Voilà donc les chiffres. Le rial, la monnaie, s'est renforcée après le début de la guerre et l'inflation a diminué. Elle n'a pas augmenté. Où lis-tu cela dans la presse? L'as-tu déjà lu quelque part, Lena? Non, je ne pense pas être déjà tombée sur quelque chose de ce genre. Non, ils n'en parleront pas parce que la presse est essentiellement auto-censurée. C'est visible parce que j'ai le 3e plus grand nombre d'abonnés sur Twitter parmi les économistes du monde, 842 000 abonnés, et je publie des tweets sur ce sujet tous les jours. Et d'ailleurs, la presse suit mon compte Twitter, je le sais, mais elle ne relaie pas ces chiffres. Comme vous l'avez mentionné, l'économie américaine et mondiale connaît une volatilité et une incertitude extrême. La guerre en Iran devenant un facteur de déstabilisation majeure. La trêve de 2 semaines semblait prometteuse. Mais nous apprenons maintenant qu'il y a eu des violations de la part d'Israël, qui vient de bombarder le centre-ville de Beyrouth. Il est donc encore impossible de dire si la trêve mènera à des négociations significatives. Et si cela apportera réellement la paix au Moyen-Orient. Comment caractériseriez-vous l'impact économique global de la guerre actuelle jusqu'à présent? Sommes-nous face à un choc économique temporaire ou, si la trêve venait à être rompue et ne durait pas 2 semaines, à quelque chose de bien plus structurel qu'un simple choc temporaire?
Eh bien, en un mot, je pense que c'est plutôt structurel. On a le résultat de la guerre d'un point de vue économique. C'est très difficile à dire car nous ne connaissons pas le scénario. Nous savons ce qui s'est passé depuis le début de la guerre jusqu'à aujourd'hui. D'accord? C'est mauvais, sans ambiguïté mauvais pour l'économie. L'économie mondiale, les économies européennes, asiatiques, l'économie américaine, les économies des BRICS, tout le monde. C'est mauvais, sauf pour la Russie. La Russie est la gagnante incontestable de cette affaire parce que d'où proviennent toutes ces choses dont nous dépendons, et en grande quantité, venant du Golfe. Où peut-on les obtenir? Eh bien, on peut les obtenir en Russie. On y trouve de l'hélium, des engrais, de l'aluminium, du pétrole, du soufre, tout ce que vous voulez. Et dans une certaine mesure, cela a été reconnu. C'est en fait un des avantages de la guerre, de mon point de vue. Beaucoup de sanctions contre la Russie ont été levées, au moins temporairement. Et je pense que ce sera peut-être le début du démantèlement du régime international de sanctions que nous avons, qui est très mauvais d'ailleurs. Les sanctions sont très mauvaises. Elles ne fonctionnent jamais. C'est une sorte de mesure protectionniste. Donc de mon point de vue, si nous supprimions toutes les sanctions, ce serait formidable. Mais au moins temporairement, nous en avons levé certaines. Même, pourquoi l'Iran a-t-il pu vendre plus de pétrole? Parce qu'on a temporairement levé les sanctions sur le pétrole iranien. Ainsi, les États-Unis entrent en guerre avec l'Iran et lèvent temporairement les sanctions pour leur permettre d'exporter du pétrole. Et pourquoi ont-ils fait cela? Ils ne voulaient pas que le prix du pétrole grimpe encore plus qu'il ne l'est déjà. Ainsi, la Russie est un gagnant incontestable, et je pense que géopolitiquement, la Chine est également un grand gagnant. On dit qu'il existe 3 grandes puissances, les États-Unis, la Chine et la Russie. Il n'y a que 3 grandes puissances. Et ce qui s'est passé, la stupidité, selon moi, de l'administration Trump en déclenchant cette guerre, a en réalité profité à la Chine et à la Russie, c'est certain, et a nui aux États-Unis. Et pas seulement sur le plan économique, nous ne parlons ici que d'économie, mais il est évident que cela a aussi porté atteinte à l'image du Parti républicain, au Parti républicain lui-même et à Trump. Je pense donc que les élections partielles ne se passeront pas très bien pour les républicains. La seule véritable carte forte dont disposent les républicains, ce sont les démocrates. L'opposition est tellement mauvaise que, la seule chose qui joue en faveur des républicains, c'est l'opposition, les démocrates, d'une certaine manière. Mais les républicains seront affaiblis et fragilisés, et je pense que leurs résultats seront assez mauvais en réalité. Donc c'est une question politique, locale. Mais les dégâts les plus importants seront à très long terme, et ce sera la réputation des États-Unis. Qui veut traiter avec les États-Unis quand ils se comportent ainsi? Et qui peut croire les États-Unis? Un jour, ils disent une chose, le lendemain, ils en disent une autre. Ils ne respectent plus jamais le droit international maintenant. Quel que soit le droit international, les États-Unis l'ignorent simplement. Israël fait cela depuis longtemps d'ailleurs. Israël l'ignore complètement. Et tu as mentionné le cessez-le-feu. Maintenant, le Premier ministre du Pakistan dirige les négociations pour l'accord de paix ou de cessez-le-feu. Lorsque cela a été annoncé, le Premier ministre du Pakistan a indiqué que cela couvrirait tout, y compris le Liban. Et tout de suite, qui l'a rompu? Ils avaient dit qu'ils allaient le rompre, mais les Israéliens ont déclaré « Oh, cela ne couvre pas tout. Nous sommes d'accord pour l'Iran, mais pas pour le Liban. » Et d'ailleurs, les attaques ont été féroces aujourd'hui au Liban. Il y a eu, je crois, plus d'une centaine de frappes aériennes et de nombreuses morts. Je ne connais pas le nombre total, mais je pense qu'il est à 3 chiffres. C'est vrai.
Le règne de terreur exercé par les Israéliens s'est énormément intensifié après le cessez-le-feu. Et tu dis, eh bien, est-ce que le cessez-le-feu tiendra? D'une certaine manière, ça dépend de ce que feront les Israéliens, car ils ne veulent pas qu'ils tiennent avec l'Iran. Nous parlons maintenant de l'Iran. Alors comment vont-ils démêler tout cela? Ils mènent un certain nombre d'opérations sous fausses bannières, en plaçant des bombes et d'autres choses de ce genre, à Dubaï, en Arabie Saoudite, au Koweït, dans des endroits comme Oman. Et ensuite ils disent, tout le monde tire la bonne conclusion à partir d'une fausse bannière. Ils disent, oh, ce sont les Iraniens qui ont fait ça. C'est ainsi qu'on rompt ces accords. Je veux dire, il faut être lucide. Nous parlons, Lena, de la façon dont le monde fonctionne réellement. Exactement. Et je pense qu'il est devenu évident que si l'administration Trump ne peut pas contenir Israël, alors il n'y aura pas de cessez-le-feu. Il n'y a aucun intérêt à négocier avec les États-Unis s'ils sont incapables de contenir Israël. D'après l'histoire, nous savons que probablement depuis les années 1980, les États-Unis n'ont pas été capables de contenir Israël. Et il semble peu probable qu'ils y parviennent aujourd'hui. Eh bien, ce n'est pas seulement qu'ils n'ont pas la capacité de se retenir, mais avec l'administration Trump, ils reçoivent des ordres d'Israël. Je veux dire, ce n'est pas Trump qui donne des ordres à Netanyahou, c'est Netanyahou qui donne des ordres à Trump. Pourquoi ont-ils déclenché cette guerre? Sur la recommandation du Mossad, l'agence de renseignement israélienne. Le chef du Mossad a dit qu'une décapitation fonctionnerait, que la guerre réussirait. Autrement dit, si l'on tuait le guide suprême et une grande partie de la direction, alors en quelques jours, tout s'effondrerait et il y aurait un changement de régime. Eh bien, c'est très intéressant parce que, premièrement, ce n'est pas ce que le Mossad a toujours soutenu. L'ancien chef du Mossad, Cohen, avait toujours estimé qu'une décapitation ne fonctionnerait pas. Le changement de régime ne fonctionnerait pas. Ils se sont donc tournés vers la littérature universitaire, que je connais très bien, et les changements de régime ne fonctionnent tout simplement pas. Les États-Unis ont participé à environ 70 opérations de changement de régime depuis la Seconde Guerre mondiale, et elles ont toutes été un désastre. Cela ne fonctionne tout simplement pas. C'était donc la position de la littérature universitaire. C'était aussi, d'ailleurs, la position de l'État profond aux États-Unis, la communauté du renseignement, en ce qui concerne l'Iran aujourd'hui. Ainsi, le Mossad affirmait que la décapitation fonctionnerait, tandis que la communauté du renseignement américaine disait que cela ne fonctionnerait pas. Et qu'a fait Trump? Il a obéi à Jérusalem. Il a fait ce que le Mossad lui a dit de faire. C'est ça mon point. Il est très clair qui donne les ordres et comment les choses fonctionnent. Et il est tout aussi clair que la position du Mossad, que je pensais correcte auparavant, a changé avec la nouvelle direction du Mossad. Et nous savons quel en est le résultat. Fidèle à la forme, fidèle à l'histoire, fidèle à toute la littérature universitaire, cela n'a pas fonctionné. Et tout ce qu'il faut faire d'ailleurs, si les gens veulent une bonne référence à ce sujet, c'est de consulter un livre écrit il y a quelques années par Lindsay O'Rourke. Son livre s'intitule « Covert Regime Change ». Je crois que c'est le titre exact. Et il a été publié par Cornell University Press. C'est une étude universitaire sur le sujet, et elle passe en revue tous ces cas et à quel point ils ont été désastreux. Oui. Et bien sûr, un autre bon livre que je recommanderais à nos téléspectateurs est The Israel Lobby du professeur John Mearsheimer. C'est un excellent ouvrage, je viens de le terminer,
et il est vraiment très révélateur. Beaucoup des sujets dont on parle aujourd'hui remontent à l'administration Kennedy, lorsque Israël a refusé toute tentative visant à permettre à des observateurs nucléaires internationaux d'inspecter la centrale nucléaire de Dimona, et ainsi de suite. C'est donc très intéressant. C'est un autre bon livre, en plus de celui que vous avez mentionné, que nos téléspectateurs pourraient envisager de lire. Eh bien, bien sûr, Mearsheimer est un ami et l'un des grands analystes de ce genre de choses. En ce qui concerne la guerre en Ukraine, les relations avec l'Iran et la guerre à Gaza, John Mearsheimer, professeur à l'Université de Chicago, il a tout compris. Il a vu juste. Maintenant, qui est Lindsay O'Rourke? Lindsay O'Rourke a obtenu son doctorat auprès de qui? John Mearsheimer. Donc en tout cas, si les gens veulent vraiment avoir une vision approfondie de ce qui se passe presque au quotidien, ils devraient regarder les podcasts sur YouTube où diverses personnes interviewent Mearsheimer. Il a beaucoup de succès en ce moment et on peut le trouver sur YouTube. Je veux dire, il y est presque tous les jours. Il y a toujours une nouvelle interview de John Mearsheimer. Oui. D'ailleurs, c'est très intéressant. C'est l'homme le plus éminent dans ce domaine, au monde. Je veux dire, n'importe quel universitaire le saurait. Mais il est presque jamais cité dans les médias traditionnels. En revanche, on le retrouve dans ses podcasts et il prend visiblement plaisir à y participer. Il est très éloquent et clair, donc je recommande vivement d'écouter ce qu'il a à dire. Récemment, j'ai lu que les États-Unis avaient déjà dépensé près de 280 milliards de dollars pour attaquer l'Iran, pour la guerre contre l'Iran. Et pourtant, le gouvernement américain est insolvable. Comme vous l'avez récemment mentionné dans un article fascinant publié dans le magazine Fortune, il y a probablement 1 ou 2 semaines, intitulé « Le Trésor vient de déclarer les États-Unis insolvables ». J'ai été absolument captivée par votre argumentation et par l'article lui-même. Pourriez-vous nous expliquer les données que vous avez examinées et citées dans cet article, ainsi que vos conclusions? D'accord, je serais ravi de faire cela. Je comprends pourquoi cela vous plaît probablement. En tant qu'expert comptable, vous pouvez plonger dans le bilan et dans les détails. J'ai coécrit ce document avec un bon ami et collègue à moi, Dave Walker, qui était le contrôleur général des États-Unis. Nous avons travaillé ensemble pour examiner les états financiers lorsqu'ils ont été publiés d'ailleurs. Le gouvernement américain produit chaque année ses états financiers. Donc si vous les regardez, eh bien voyons d'abord le budget lui-même avant d'aborder les éléments hors budget. Le budget indique des actifs d'environ 6,1 billions de dollars et des passifs d'environ 48 billions de dollars. Lorsque les actifs sont bien inférieurs aux passifs, on est insolvable. Voilà pour le budget, enfin je devrais dire le bilan, pas le budget. C'est le bilan. Mais il existe en réalité un autre grand bilan qui est hors budget et qui inclut la sécurité sociale et médicale. Cela s'ajoute aux 48 000 milliards de dollars de passifs. Il faut y ajouter un peu plus de 88 000 milliards supplémentaires. Cela revient donc presque à doubler la taille des engagements. Si l'on combine les éléments budgétaires et hors budget, et ces éléments hors budget sont essentiellement des passifs non financés, il n'existe aucune disposition pour les financer. Ce ne sont que des obligations du gouvernement fédéral. Le gouvernement promet de payer, et si ces obligations ne sont pas financées, mais que les paiements sont tout de même effectués, qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que les impôts devront augmenter, des impôts directs pour les financer, ou bien qu'il y aura un impôt par l'inflation pour réduire la valeur réelle de ces passifs.
De toute façon, quelqu'un, tôt ou tard, va en subir les conséquences. 88 000 milliards de dollars déjà, et le chiffre continue d'augmenter. En résumé, si tu combines les budgets, Lena, cela fait 6,1 billions de dollars d'actifs et 136 billions de passifs. C'est ça, l'insolvabilité. Alors que faire face à cela? Eh bien, Walker et moi avons évoqué quelques projets de loi actuellement en préparation qui commenceraient à s'attaquer au problème. L'un d'eux viserait à créer une commission budgétaire, et il existe un projet de loi pour cela, le HR 2289, pour ceux qui voudraient le consulter. Il est coparrainé par Bill Huizenga et Scott Peters. Huizenga est un républicain du Michigan et Peters est un démocrate. Je crois qu'il y a plus de 40 co-signataires. Alors que ferait cette commission? Eh bien, elle commencerait par mettre en lumière le problème dont nous parlons et la manière d'y remédier. C'est, disons, la solution à court terme au problème d'insolvabilité que je viens de décrire. Il commencerait à s'y attaquer. Le projet de loi suivant est d'une certaine manière plus important et il a été présenté par Jody Arrington du Texas. Il appellerait à la tenue d'une convention constitutionnelle pour réécrire la Constitution des États-Unis. Et cette résolution, la résolution de la Chambre 15, n'est pas à proprement parler un projet de loi, mais une résolution du Congrès. Si elle était mise en œuvre, elle obligerait le Congrès à faire ce qu'il est déjà tenu de faire. Et depuis 1969, les 2/3 des États ont Ils ont proposé de tenir une convention constitutionnelle, une convention limitée, axée sur la limitation des politiciens, afin qu'ils ne puissent pas s'engager dans les types d'activités qui nous ont rendus insolvables. Il existe de nombreuses possibilités, mais une idée serait d'inscrire un frein à l'endettement dans la Constitution. On modifierait la Constitution des États-Unis pour y inclure un frein à l'endettement, comme celui adopté par la Suisse en 2001. La règle suisse stipule que les dépenses publiques ne peuvent pas augmenter plus vite que le taux de croissance de l'économie. Ce faisant, le gouvernement ne peut pas évincer le secteur privé. Il pourrait devenir plus petit, mais il ne pourrait pas croître davantage en proportion du PIB qu'il ne l'est actuellement. Ce serait un premier aspect. Le second aspect serait que sur l'ensemble du cycle économique, le budget devrait rester équilibré. Ce serait une chose intuitive, alors. Donc au moins cela signifie qu'à travers le cycle économique, on ne pourrait pas continuer à creuser la dette, car le déficit devrait être amené à zéro. Il faudrait équilibrer les recettes et les dépenses, et ces dépenses ne pourraient pas croître plus vite que l'économie elle-même. Si l'économie croît, comme l'année dernière, à un taux de croissance réel de 2,1%, alors les dépenses publiques ne pourraient augmenter que de 2,1%. Elles sont bien supérieures à cela aujourd'hui d'ailleurs, plus du double. Cela signifie donc que le gouvernement est en expansion. Et cela veut dire que Trump, bien sûr, qui n'a aucun intérêt pour la rigueur budgétaire, s'accroche à ce que j'appelle la folie budgétaire. Et la folie budgétaire, c'est que notre déficit dépasse 6% du PIB, un chiffre très élevé. Cela signifie que nous devrons émettre beaucoup de bons du Trésor et d'obligations pour le financer, et espérons que la Fed ne les monétisera pas. La Fed n'achètera pas. Enfin, la Fed les achète déjà, d'ailleurs. En décembre, la Fed est passée du resserrement quantitatif, où elle réduisait la taille de son bilan et laissait expirer les bons et obligations qu'elle détenait. Et en réalité, depuis décembre, la Fed a acheté pour plus de 40 milliards de dollars d'obligations, principalement des bons du Trésor à court terme. Et qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie qu'elle a augmenté sa contribution à la masse monétaire. Lorsqu'elle achète ses titres, elle crée du crédit et cela accroît la masse monétaire. Cela finit par alimenter davantage l'inflation. Alors oubliez le contrôle de l'inflation. La Fed ne remettra pas le génie de l'inflation dans la bouteille. La masse monétaire s'accélère maintenant, elle s'accélère. Et cela signifie plus d'inflation, pas moins. Et si nous abordons rapidement la question du déficit, j'ai récemment lu que selon les données du début de l'année 2026, le déficit budgétaire fédéral des États-Unis devrait atteindre environ 1,9 billion de dollars pour l'exercice fiscal, avec déjà un déficit de 1 billion enregistré à la fin février 2026. Dr. Hank, à partir de quel moment un déficit important et croissant devient-il une crise plutôt qu'une situation gérable? Eh bien, de deux façons. La première, c'est si, pour une raison quelconque, les vigilants des obligations se remettent en selle et commencent à agir. Pour acheter des bons du Trésor ou des obligations, ils exigeront un taux d'intérêt plus élevé. Et un taux d'intérêt plus élevé se répercute sur le budget, car en ce moment, les dépenses d'intérêt augmentent à un rythme très rapide. Elles absorbent, eh bien, je n'ai pas le chiffre exact en tête aujourd'hui, environ 15% du budget, ce qui est un chiffre très élevé d'ailleurs. Cela représente 15% des dépenses budgétaires consacrées uniquement au service de la dette. Autrement dit, cet argent ne sert pas à acheter quoi que ce soit, ni à reverser de l'argent aux contribuables ou quoi que ce soit de ce genre. Il va simplement à ceux qui ont acheté les obligations. Et donc, c'est un des canaux qui pourrait provoquer une crise. Car si les taux d'intérêt augmentent, cela ne se répercute pas seulement sur le budget fédéral. Cela signifie qu'en gros, il y a moins d'argent dépensé pour des biens et services réels par le gouvernement fédéral ou transféré d'un contribuable à un autre. C'est simplement de l'argent qui part d'une certaine manière dans un trou noir. Voilà pour un aspect. Un autre aspect, c'est si nous nous retrouvons dans une situation comme celle que nous avons connue avec le Covid. Souvenez-vous, nous avons eu les confinements, l'économie a été mise à l'arrêt, les recettes de l'État ont diminué, mais en même temps les dépenses ont augmenté et nous avons eu un déficit monstrueux. Et ce qui s'est passé, c'est que plus de 90% de ce déficit monstrueux a été financé par quoi? Par le Trésor, qui émettait des obligations et des bons achetés par la Réserve fédérale et monétisés. Vous monétisez la dette, et que se passe-t-il? Tout à coup, la masse monétaire a explosé. Elle augmentait plus vite qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant, de plus de 27% par an. Et avec un certain décalage, que s'est-il passé? Eh bien, l'inflation est montée à 9,1%. C'est de là que venait l'inflation. Oubliez les chocs des chaînes d'approvisionnement et l'équipe du temporaire. Vous vous souvenez de l'équipe du temporaire? L'inflation était censée être temporaire. Non, c'était un phénomène naturel. La masse monétaire a explosé, augmentant plus rapidement qu'à tout autre moment depuis la création de la Réserve fédérale en 1913. Et, comme prévu, avec environ un an de décalage, l'inflation s'est envolée. D'ailleurs, les seules personnes qui avaient réellement prévu cela étaient John Greenwood et moi, en utilisant la théorie quantitative de la monnaie. Nous avions déclaré dans un article publié dans le Wall Street Journal, pour mémoire, que l'inflation pourrait atteindre jusqu'à 9%. Tout le monde nous prenait pour des fous à l'époque. Et qu'est-il arrivé? Elle a atteint 9,1%. Je pense que c'est pour cela que vous m'avez contacté pour la première fois, à cause de cette prévision. Vous l'avez vu, vous l'avez reconnu, et vous vous êtes dit, eh bien, peut-être que ces types savent quelque chose.
Oui, et c'est intéressant, car il se passe actuellement tellement de choses dans l'économie américaine qui sont en quelque sorte des signaux d'alerte. L'un de ces éléments est le marché de l'emploi, car malgré les données récentes sur le travail mis en avant, j'ai remarqué qu'une enquête auprès des ménages montrait qu'entre le début de l'année et aujourd'hui, les États-Unis avaient perdu 1,4 million d'emplois. L'économie américaine s'affaiblit donc. Et cela s'ajoute aux effets de la guerre en Iran. Et maintenant, avec la hausse des coûts de l'énergie, on peut dire qu'il est probable que nous soyons sur la voie d'une stagflation à part entière. La Réserve fédérale se retrouve désormais coincée entre la lutte contre l'inflation, puisque, comme vous l'avez dit, il est impossible de remettre le génie dans la bouteille, et le soutien à la croissance économique. En quoi cette situation complique-t-elle les décisions des banques centrales, comme la Réserve fédérale, et peut-être d'autres banques mondiales? Prenons par exemple l'Union européenne. Eh bien, cela les place dans une situation très difficile, car les États-Unis, l'Europe et la Grande-Bretagne ont mené des politiques monétaires mal orientées. Et ils ont également adopté des politiques budgétaires inadaptées. Personne n'a de marge de manœuvre. Il n'y a plus aucune marge de manœuvre. Tout le monde affiche d'énormes déficits, les niveaux d'endettement sont très élevés, et du côté de la politique monétaire, on essaye de ramener l'inflation vers l'objectif, mais elle reste supérieure à cet objectif. Voilà donc la situation avant même le début de la guerre. Et la guerre, pour employer un peu de jargon, mais les gens comprendront, fait quoi? Elle impose un énorme choc exogène négatif au système. Le système était déjà très fragile. Le volet budgétaire n'est pas correct. Le volet monétaire n'est pas correct. Le volet tarifaire et commercial n'est pas correct. Rien n'est correct. Et puis aux États-Unis, la plus grande économie du monde et la plus puissante des grandes puissances, on se retrouve avec cette incertitude du régime où non seulement les politiques monétaires et budgétaires classiques sont déséquilibrées, mais tout ce qui les entoure est également incertain. Ainsi, la plus grande économie vacille sur une seule jambe et ensuite on déclenche une grande guerre. C'est tout simplement de la folie. Et d'ailleurs, nous ne savons pas quelle sera la prochaine folie qui sortira de la boîte, car cette histoire de cessez-le-feu dont nous avons parlé, je pense qu'elle est très fragile, au mieux. Au mieux, elle est très fragile. Et le facteur de déstabilisation sera Israël. Israël veut que cette guerre continue, et ils tenteront toutes sortes d'opérations sous fausses bannières qui seront très difficiles à détecter d'ailleurs, parce que la censure en Israël est presque totale. Et vous remarquerez qu'aucun journaliste, d'ailleurs ils ne peuvent même pas entrer dans la zone de Gaza. Et quand je pense aux journalistes, la seule chose dans laquelle Israël est plutôt doué, ce sont les assassinats. Ils ont assassiné, je ne sais pas quel est le nombre exact, mais il s'élève à des centaines de journalistes tués. Donc si les Israéliens n'aiment pas ce que vous rapportez, boum. Tous les reportages que vous voyez venant du Moyen-Orient proviennent de Jérusalem ou de Tel Aviv. Mais tout cela est totalement censuré. Il y a deux choses dans lesquelles les Israéliens excellent: les assassinats et la censure. Il s'avère que le glorieux Mossad, qui est censé tout savoir et ne jamais se tromper, a commis une grosse erreur en Iran. La stratégie de décapitation, nous savons sans ambiguïté d'où elle vient du Mossad, et nous savons sans ambiguïté qu'elle n'a pas fonctionné. Ça a échoué. Et nous savons, d'après la littérature universitaire et l'histoire, que les décapitations ne fonctionnent presque jamais. Tout cela était donc connu. Et nous savons aussi d'ailleurs que l'État profond aux États-Unis a effectivement dit à Trump exactement ce que je viens de vous dire.
Mais Trump a quand même poursuivi. Et cela nous ramène au lobby israélien. Cela nous ramène au professeur Mearsheimer. Pourquoi n'a-t-il pas écouté l'État profond? Pourquoi a-t-il obéi aux ordres de Netanyahou et en gros du Mossad? Parce que le lobby israélien est très puissant. Exactement, exactement. Et j'ajouterais simplement qu'il est peut-être juste de dire que la stratégie de décapitation s'est en réalité retournée contre ses auteurs. Car si vous parlez à des personnes venant d'Iran ou d'origine iranienne qui vivent aujourd'hui en Occident, elles vous diront que l'assassinat d'Ali Khamenei a en fait uni les Iraniens autour de l'État. Cela ne leur a pas donné envie d'être bombardés. Cela ne leur a pas donné envie de voir leurs infrastructures détruites. Cela les a en réalité rassemblés autour de l'État et contre les agresseurs, les États-Unis et Israël. Donc on peut dire que cela s'est retourné contre eux. Cela s'est produit à de nombreuses reprises dans l'histoire perse, dans l'histoire iranienne, dans la culture perse. L'un de mes collègues, le professeur Vali Nasser de la Johns Hopkins School of International Studies, a écrit un livre à ce sujet. Je crois que son dernier ouvrage a été publié en décembre. Il s'intitule The Iranian Strategy. Vous pouvez le chercher sur Google. C'est aussi quelqu'un à suivre sur YouTube, car c'est un chercheur très éminent. Il est né à Téhéran. Il a obtenu son doctorat au MIT. Et son père, également un chercheur très distingué, a lui aussi obtenu son doctorat au MIT. Il a donc parcouru l'histoire pour comprendre la Perse à travers des millénaires. Mais plus récemment, disons depuis 1500, la Perse s'est toujours trouvée dans une position défensive, d'une certaine manière, parce que, premièrement, ils ne sont pas arabes. Ce ne sont pas des Arabes, mais ils sont entourés d'Arabes. Ils ont donc eu affaire aux, disons, défis arabes. C'est une chose. Ils ont eu la Russie qui les a défiés. Ils ont eu la Grande-Bretagne qui les a défiés. Ils ont eu les États-Unis qui les ont défiés. Ils ont eu Israël qui les a défiés. Toujours ces défis. Mais ils persistent grâce à cet effet de ralliement autour du drapeau. Lorsqu'ils sont attaqués et que d'autres tentent de les détruire, que font-ils? Ils se rassemblent autour du drapeau. Et il a analysé cela, et il a indiqué, et même anticipé, avant la guerre, plus tôt cette année avec l'Iran, que c'est exactement ce qu'ils feraient. Et c'est ce qu'ils ont fait. Sa conclusion, ainsi que celle de Mearsheimer d'ailleurs, ils sont tous deux du même avis, est que plus la guerre s'éternise, mieux c'est pour l'Iran. Ils seront être bénéfique pour l'Iran. Et tu ne retrouves pas ce discours aux États-Unis. La machine de propagande dit, tu sais qu'ils ont été détruits, ceci et cela. Mais en réalité, ils ont été quoi? Les guerres les ont en fait aidés parce qu'ils contrôlent le détroit d'Ormuz, le point d'étranglement. Il y a 8 points d'étranglement dans le monde et l'un d'eux se trouve être le détroit d'Ormuz. Ils le contrôlent et l'autre est un détroit menant à la mer Rouge. Et qui contrôle celui-là? Les Houthis. Exactement. Donc, si ces deux détroits étaient réellement fermés, nous aurions pratiquement une catastrophe dans l'économie mondiale. Il faut garder cela à l'esprit. Et apparemment, quelqu'un a dit à Trump qu'il allait détruire l'économie mondiale si cette situation perdurait. Maintenant, il présentera ça comme « Nous avons tout gagné, j'ai obtenu tout ce que je voulais, c'était magnifique », et ainsi de suite. Mais en réalité, nous avons beaucoup d'éléments négatifs aux États-Unis. Nous avons le problème financier dont tu as parlé, nous avons un problème économique, nous avons un problème politique, et d'énormes dégâts en termes de réputation, car la Chine en sortira gagnante. La Russie en sortira gagnante. Les BRICS prendront l'avantage. Le Sud global prendra l'avantage. Tout le monde se détourne des États-Unis.
En fait, il a été annoncé plus tôt cette semaine que les Français avaient finalisé le rapatriement de tout leur or depuis les États-Unis. Ce changement de cap n'est qu'un des nombreux signes révélateurs de ce qui se passe. On ne peut pas totalement se détourner, d'ailleurs. Pour être clair, la plus grande puissance du monde reste les États-Unis. Il est impossible d'opérer un virage à 100%, mais à la marge, on peut s'en éloigner. Et cela sera, à mon avis, très préjudiciable aux États-Unis à long terme. Le coût à long terme de ces tarifs douaniers et de la guerre contre l'Iran sera très important. Dr. Hank, peut-être la dernière question pour aujourd'hui. Quel est l'objectif économique de Trump? Il ne reste que quelques mois avant les élections de mi-mandat et nous sommes dans une catastrophe totale, avec le coût de la guerre qui augmente, l'inflation qui s'accélère et le marché du travail qui s'affaiblit. Quel est son objectif final ici? Eh bien, je pense que c'est de la rhétorique contre la réalité. Nous verrons si sa rhétorique est suffisamment puissante pour convaincre les gens que l'économie est en plein essor et qu'il rend à nouveau l'Amérique grande. Si vous regardez les chiffres économiques que j'ai mentionnés au début de notre entretien, ce n'est pas vrai. C'est tout simplement factuellement incorrect. Voilà la fin de l'histoire. Et je pense que le public se rend essentiellement compte de ce que je viens de te dire, factuellement. Ces chiffres dans les sondages sur tous les indicateurs économiques, ils sont en baisse. Donc l'opinion publique, pour ce qu'elle vaut, maintenant, Trump dira que c'est un tas de bêtises, que ça ne vaut rien tant qu'il n'obtient pas un bon chiffre. Si les chiffres sont mauvais, il dit que c'est des bêtises. Si les chiffres sont bons, il dit « Mon Dieu, ces types sont des génies ». Voilà où nous en sommes. Les gens doivent être très prudents face à la communication qui sort de Washington. Et souviens-toi de la règle des 95% de 95% de ce que tu lis dans la presse est soit faux, soit sans importance. Et c'est quelque chose de très difficile à accepter et à comprendre pour beaucoup de gens. Voyez d'ailleurs, Mearsheimer, c'est exactement de cela qu'il s'agit, la rhétorique contre la réalité. Vous savez, l'école des études internationales, Mearsheimer, c'est un réaliste, n'est-ce pas? C'est une école réaliste. Et moi aussi, je suis un réaliste, non seulement en économie internationale, mais aussi en politique internationale et en politique économique. Il faut regarder les faits, voir ce qu'ils disent, et essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le passé et comment cela se relie à aujourd'hui, aux chiffres actuels et à tout le reste. Donc, comme on dit, il faut savoir relier les points. Exactement. Dr. Hank, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était une conversation fascinante, je l'ai vraiment appréciée. Et je sais que nos téléspectateurs seraient absolument ravis de vous revoir bientôt dans l'émission. J'ai hâte de cela. Eh bien, j'ai hâte de te retrouver, Lena. Merci de m'avoir invité.